Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels Wilke. C'est le monsieur off du média. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, Rima Hassan a été placée en garde à vue et sera jugée pour apologie du terrorisme. On va revenir sur les coulisses de cette nouvelle affaire qui vise la France insoumise. En France, 13 000 millionnaires échappent à l'impôt sur le revenu. C'est le dernier scandale qui passe sous les radars. Et enfin, le cornu, l'invisible. Le Premier ministre est tellement discret qu'il commence à agacer. Niels a enquêté. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Niels. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Rima Hassan va être jugée pour apologie du terrorisme. Et oui, l'eurodéputé LFI, égérie de la lutte pour la Palestine, est sorti tard hier soir d'une longue journée de garde à vue à Paris. Et c'est pas fini puisqu'au moment où on enregistre cette émission, elle a de nouveau été convoquée ce vendredi matin à la police judiciaire de Paris, mais pas pour les mêmes faits. Merci. Comment vous avez vécu votre garde à vue, Madame Hassan ? Très bien, écoutez, les gens ont été très corrects et professionnels. Alors on fera pas de commentaires ce soir. La seule indication c'est que Rima Hassan est libre. Mais en tout cas on donnera une conférence de presse demain et donc il n'y aura pas de déclaration de notre part aujourd'hui. En tout cas, l'élu a été entendu pendant 10 longues heures hier dans le cadre d'une enquête ouverte le 27 mars 2026 par le parquet de Paris pour un tweet posté il y a plus d'un an par Rima Hassan. Or, la justice lui reproche d'avoir reposté les propos de Kozo Okamoto, l'un des auteurs de l'attaque meurtrière menée par des membres de l'armée rouge japonaise à l'aéroport israélien de Lod Tel Aviv en 1972. Des faits pour lesquels il a été condamné à la prison à perpétuité. Il y avait eu quand même 26 personnes victimes dans cet attentat en Israël. Alors la justice reproche aussi, outre son retweet, à Rima Hassan cette phrase « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance n'est pas un droit, mais un devoir. » Alors il faut quand même effectivement préciser que l'eurodéputé avait retiré son tweet face aux critiques à l'époque. Alors lundi 30 mars, le ministre de l'Intérieur lui-même a adressé un signalement portant sur ce tweet. Le parquet de Paris a également reçu des plaintes et des signalements de l'Organisation juive européenne et de la LICRA. Alors il faut quand même rappeler que l'Organisation juive européenne a un gros contentieux avec la France insoumise et notamment Rima Hassan. C'est une association qui défend la colonisation israélienne en Palestine. Elle est constituée d'avocats à l'origine de nombreuses procédures judiciaires, dont Guillaume Meurice, dont la plainte effectivement a été classée sans suite en 2024, mais aussi le secrétaire général de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, ou encore la députée LFI, Mathilde Panot, et donc évidemment Rima Hassan. Il y a eu un début de controverse autour de la légalité de sa garde à vue. Oui, parce qu'en principe, les parlementaires sont protégés par une immunité, et les parlementaires européens également. Alors d'une part, il y a l'irresponsabilité parlementaire, ça protège la liberté d'expression des élus de la nation, puisque il faut bien quand même que les députés puissent s'exprimer au nom des Français, dans l'hémicycle et en dehors de l'hémicycle, pour effectivement préserver cette liberté d'expression. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité, qui les protège des mesures type, effectivement, arrestation ou détention abusive, qui les empêcherait d'accomplir leur mandat. Donc ça, c'est des héritages de la Révolution française. Alors, pour résumer, un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure dite coercitive à son encontre nécessite la main levée de son immunité par ses pairs. Autrement dit, c'est au Parlement européen, concernant Rima Hassan, de se prononcer en cas de demande de levée de l'immunité parlementaire. Sauf dans plusieurs cas, et notamment dans une enquête en flagrance. C'est une procédure qui permet de ne pas avoir besoin de demander au Parlement européen la levée de l'immunité parlementaire. Alors c'est pratique pour les autorités françaises, car il y a sûrement beaucoup de députés européens qui auraient pu considérer que la convocation de Rima Hassan et sa garde à vue, en réalité, était une tentative de la censurer, si évidemment ils avaient été amenés à se prononcer sur une levée de son immunité, ce qui n'a pas été le cas. Et que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon de tout ça ?
Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas très content, hein. Il explique qu'il n'y a plus d'immunité parlementaire en France et que c'est insupportable. C'est ce qu'il a écrit hier sur X. Alors, il n'a pas complètement tort parce que dans les années 90, l'immunité des parlementaires, elle a été très, très réduite. Alors, d'abord, il y a eu l'explosion des affaires judiciaires, hein, corruption, etc. Mais il y a surtout eu la réprobation de l'opinion publique, hein, qui ne comprend pas, effectivement, que les parlementaires ne soient pas des justiciables comme les autres. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Il faut bien comprendre que cette immunité, elle n'est pas là pour protéger les parlementaires, par exemple, qui commettraient des crimes ou des délits, voilà, en direct ou autre. C'est vraiment pour les protéger, effectivement, des coups de pression politique. Et on voit que ça arrive, hein. Regardez ce qui arrive à Rima Hassan. Alors, en plus, dans le cas de Rima Hassan, hein, on est dans un délit de droit pénal désormais, non plus de droit de la presse. C'était le cas avant la réforme de 2014, qui a été votée sous le quinquennat Hollande, hein. Et à l'époque, des juristes avaient tenté d'alerter, hein, sur les dangers consistant à détricoter la loi de la presse de 1881, dont relevait à l'origine l'apologie du terrorisme, parce que ces délits de la presse, eh ben, ils ne relevaient pas de la flagrance, du flagrant délit, donc il n'y avait pas de comparution immédiate ou de risque de garde à vue. Et d'ailleurs, en 2024, le député LFI Ugo Bernalicis avait tenté de faire abroger cette disposition introduite sous Hollande, alors sans succès. Et il expliquait effectivement dans les motifs voilà, de son texte qui apparaissent aujourd'hui très prémonitoires. Quelle démocratie peut encore conserver son nom lorsque les méthodes de l'antiterrorisme sont utilisées pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes, ça c'est pour nous Cyril, ou encore des syndicalistes. Les moyens de la lutte antiterroriste en France ont régulièrement été détournés de leur objet par les gouvernements en place pour réprimer la liberté d'expression. Alors voilà, force est de constater effectivement que Rima Hassan est victime de cette disposition. Même si on peut considérer que son poste n'était pas approprié, cela ne devrait-il pas relever de la liberté d'expression et susciter un débat politique plutôt qu'une action en justice ? Et il y a aussi des accusations de détention de stupéfiants, Nils. Oui, alors on a eu beaucoup de versions contradictoires. On a d'abord eu Le Parisien et France Info notamment, hein, qui nous ont relaté voilà, la garde à vue pratiquement en temps réel de Rima Hassan, hein, et notamment la découverte de drogue dans le sac de la députée, hein. Alors c'est un peu plus compliqué que ça quand même, hein, parce que le parquet de Paris a communiqué très tard dans la nuit. J'ai reçu le mail vers minuit, je crois. Alors voilà ce que dit le parquet de Paris. La fouille des effets de Rima Hassan, hein, puisqu'elle était en garde à vue, donc il y a une fouille, a révélé la présence de matière s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC, donc une drogue de synthèse, sur lesquelles elle a été interrogée. Ces éléments sont disjoints et feront l'objet d'une procédure distincte. Voilà ce que communique effectivement le parquet de Paris. Alors, de son côté, l'eurodéputée, elle dément toute possession de drogue. Et elle l'a répété, notamment lors de sa conférence de presse cet après-midi. On y était regardé. On voit évidemment en quoi cette accusation de consommer des drogues et des stupéfiants sert à un récit qui est un récit politique visant encore une fois à atteindre la réputation de Rima Hassan. Ça a été confirmé d'ailleurs par une communication qui a été faite tout à l'heure par le parquet. Vous avez des analyses complémentaires qui sont en cours et je vous le dis tout de suite, nous de notre côté on est parfaitement confiants parce que pour nous il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, et c'est ce que nous considérons, c'est du CBD. C'est du CBD et les analyses complémentaires vont le confirmer. Deuxième possibilité, ça confirme qu'il existerait des traces de drogue de synthèse dans les extraits en question. Mais je veux dire, ça c'est de la responsabilité du vendeur. Et il appartiendra aux autorités de poursuite de tirer toutes les conséquences de ce que, en vendant du CBD, il aurait vendu autre chose. Donc c'est l'État dans lequel nous nous trouvons, c'est l'État des déclarations, c'est l'État également des investigations. Et pour vous dire également que pour nous, c'est un non-débat, c'est un non-sujet, et que par conséquent, il n'y aura plus de prise de parole en lien avec cette question sur laquelle nous avons apporté toutes les explications et toutes les clarifications utiles. Et nous ne nous livrerons pas au jeu qui consiste à faire naître et nourrir un doute par rapport à ces propos et déclarations qui sont extrêmement clairs.
Donc évidemment, les médias de droite et d'extrême droite ont fait leur miel de cette affaire, Nils. Non seulement les médias, mais aussi les politiciens qui ont été invités sur les chaînes d'infos continues pour en parler. Alors curieusement, il n'y avait que des politiciens d'extrême droite hier qui ont été entendus. Regardez. La députée européenne LFI, Rima Hassan, a été placée en garde à vue aujourd'hui. Elle était initialement convoquée pour des faits d'apologie du terrorisme. Les policiers ont découvert dans son sac plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Si vous voulez, elle est limite, je dirais pas folle, mais quand même déraisonnable. Pour moi, c'est pas quelqu'un... C'est pas quelqu'un de raisonnable. Mais c'est pas tant ça qui nous interpelle à 16h09, c'est qu'elle aurait été prise avec des grammes de drogue de synthèse retrouvés ce matin dans le sac qu'elle portait avec elle lorsqu'elle est entrée en garde à vue. Moi je dis que la France insoumise, elle a un gros problème avec la drogue. Ça fait beaucoup de drogués, la France insoumise quand même. Si on revient sur les 2 ou 3 dernières années, entre ceux qui achètent à la sortie, qui se font arrêter parce qu'ils achètent dans le métro, enfin, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour ce qui est de la drogue, écoutez, je dois dire qu'au début, j'ai cru que c'était une fausse information, tellement ça paraît complètement surréaliste de se rendre, sous réserve évidemment de confirmation. On est le 2 avril, pas le 1er. Voilà, et de la présomption d'innocence de Madame Hassan, évidemment. Si c'est avéré, ce serait quand même extrêmement choquant. Voilà, c'est quand même un petit montage assez édifiant entre Charles Consigny qui insinue que Rima Hassan est une folle, ou encore la petite blague du journaliste de BFM qui glisse qu'on n'est pas un 1er avril. Encore une fois, c'est un grand moment pour le journalisme. Alors hier soir, l'avocat de Rima Hassan, maître Vincent Brengart, ne souhaitait pas s'exprimer malgré le nombre hallucinant de caméras, de journalistes présents à la sortie du commissariat, donc en fin de garde à vue de Rima Hassan. Mais le média était présent à la conférence de presse ce vendredi après-midi et l'eurodéputé s'est fort logiquement défendu. Je veux insister sur ce caractère vraiment de persécution pour des idées politiques, pour des opinions politiques que je dois pouvoir exprimer librement avec la radicalité que je choisis, avec le ton que je choisis et avec les moyens que je dois pouvoir choisir dans le cadre de l'exercice de mandat. Il y a une dynamique de harcèlement qui est aussi entretenue du côté médiatique. Beaucoup de fake news finalement ont été relayées par des dizaines de journalistes en l'espace de 24 heures avant même que je puisse m'exprimer, avant même que je puisse répondre à vos questions. Et légitimement, je comprends que vous puissiez en avoir au vu de cette actualité. Mais il y a quand même une responsabilité à questionner de ce point de vue-là. Et j'espère qu'en tout cas, une remise en question sera faite de la part d'un certain nombre de commentateur sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. L'eurodéputé, en tout cas, s'est défendu dès sa sortie de garde à vue, donc tard dans la nuit de jeudi à vendredi, en expliquant « Ces accusations sont totalement fausses. Seule la présence de CBD a été constatée parmi mes effets personnels, ce qui est parfaitement légal et que j'utilise à des fins médicales. » Voilà ce qu'a déclaré Rima Hassan. On peut d'ailleurs, Nils, s'interroger sur l'ampleur de la couverture médiatique consacrée à un seul tweet de la part d'une simple députée européenne. Oui, son avocat d'ailleurs évoque des fuites illégales et c'est difficile de lui donner tort. Moi-même, j'ai eu droit à une réponse quasi immédiate du parquet à ma question, ce qui arrive très rarement en général, surtout sur des affaires impliquant des politiciens. Par exemple, la garde à vue d'un Nicolas Sarkozy, c'est silence radio, rien ne filtre. Pour Rima Hassan, alors là, le Parisien s'est montré particulièrement bien informé en dégainant pratiquement en temps réel les conditions de garde à vue de l'eurodéputé, tout comme France Info, d'ailleurs, avec cette accusation de détention de drogue qui a par la suite été démentie donc, par la députée. Et immédiatement, la nouvelle a fait le tour des médias parisiens, mais aussi régionaux. Pensez-vous, après le scandale causé par Andy Kerbrat, un autre député LFI arrêté en plein achat de drogue, voilà, LFI pris à nouveau la main dans le sac, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est oublier que les problèmes de drogue touchent tous les partis politiques, aucun milieu n'est épargné, effectivement, et pas même la politique. Alors on en avait parlé dans une autre émission des Indiscrets quand un député macroniste, voilà, donc c'est bien la preuve que aucun bord politique n'est épargné, avait été épinglé, cette fois pour consommation de cocaïne. L'émission est d'ailleurs disponible, vous pouvez la revoir. C'est vrai que alors, le député Kerbrat n'est pas le premier parlementaire aux prises avec la drogue, avant lui il y a plusieurs élus qui ont été épinglés pour des problèmes d'addiction, et ceux de tous bords politiques, faut-il le préciser. On se souvient d'Aurélie
liens tachés aux prises avec des problèmes d'alcool, selon Libération, ou encore l'ancien député macroniste, Emmanuel Pellerin, dont Mediapart avait révélé le penchant pour la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence ? Pour la députée Rima Hassan, c'est une très longue garde à vue pour un simple tweet. À ce jour, elle a fait l'objet de 16 procédures, rien de moins, qui ont été clôturées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, c'est-à-dire que la justice n'a rien à trouver à lui reprocher, c'est ce que rappelle le parquet de Paris d'ailleurs. 13 procédures ont été classées sans suite après recherche des contextes dans lesquels ont été tenus les propos de la députée qui ont été contestés. Elle a aussi été entendue, il y a aussi eu des explications qui ont été fournies dans le cadre d'autres procédures et l'analyse évidemment de l'ensemble de ces éléments par la justice. Et il y a 3 autres procédures qui ont été jointes aux précédentes comme simple élément de contexte et donc il n'y avait pas effectivement d'infraction à lui reprocher. Voilà, donc ça c'est effectivement c'est quand même le signe qu'il y a une sorte de harcèlement judiciaire contre cette députée. Et Rima Hassan est également mise en cause dans 6 autres procédures toujours en cours, c'est ce que rappelle le parquet. Ça fait quand même beaucoup pour une militante de la cause palestinienne. Pour le moment, la direction de LFI fait bloc derrière l'élu. Oui, c'est une proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il l'a adoubé puis protégé. Et puis aussi, la ficelle médiatique, judiciaire et politique, elle est un peu grosse. On est quand même en plein débat sur la loi Yadan. Et Rima Hassan se retrouve convoquée de longues heures pendant que les médias détaillent les griefs des autorités ainsi que d'organisations pro-gouvernement israélien. Alors la garde à vue de Rima Hassan n'a pas empêché la pétition contre la loi Yadan de franchir le cap des 100 000 signatures. Au-delà de cette mobilisation citoyenne, le texte demande aux députés de voter contre la proposition de loi qui sera examinée le 16 avril dans l'hémicycle et qui, selon l'auteur de la pétition, opère un amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Alors le seuil des 100 000 signatures, elle permet à la pétition d'être affichée sur le site principal de l'Assemblée, déjà très bien pour plus de visibilité, mais il va quand même falloir atteindre les 500 000 pétitionnaires pour qu'elle puisse être débattue dans l'hémicycle. On est aussi à un moment où le député LFI Raphaël Arnaud fait son grand retour à l'Assemblée. Oui, il n'était pas apparu depuis la mort de Quentin Derenc, ce militant néo-nazi tué à Lyon lors d'un affrontement, ou en tout cas dans des conditions qui restent à définir. Bref, sans tomber dans le complotisme, on peut en tout cas déplorer le traitement médiatique et politique de cette affaire. En tout cas, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a esquissé un début très timide de mea culpa sur les fuites orchestrées dans la presse pour nuire à Rima Hassan. Écoutez-le. Des matières s'apparentant à du CBD, mais également d'autre part à de la 3-MMC. Une drogue de synthèse a été retrouvée. Ça aussi, ça a été confirmé par le parquet. Des éléments que dément la principale intéressée, Rima Hassan, qui parle de CBD, mais uniquement utilisé à des fins médicales. Sur ce point précis, Laurent Nunez, avez-vous des éléments à nous donner ce matin ? Non, tout ça relève de l'enquête. Voilà, moi je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Je regrette d'ailleurs qu'il y a eu des fuites. Je comprends qu'il y a eu quelques fuites avant que le parquet ne s'exprime. Il n'y a que le parquet qui peut s'exprimer sur ces sujets. Et sur ce sujet, le parquet a confirmé ces éléments. Mais moi j'ai pas de commentaire à faire. Je suis pas en charge de la procédure judiciaire. Merci Nils, et on va évidemment suivre cette affaire de très près. On passe à un deuxième sujet qui ne va pas améliorer l'image d'Emmanuel Macron, considéré comme le président des ultra-riches. Et oui, Chin Santé, jackpot pour ces 13 000 millionnaires qui échappent à l'impôt sur le revenu en France. On rappelle que c'est l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, qui avait lâché cette petite bombe après avoir été viré de Bercy. Il n'était pas très content. Et donc, malgré les dénégations du gouvernement, il y a une note de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui a été révélée par Politico et qui permet de comprendre un petit peu mieux qui sont ces Français qui ne s'acquittent pas de cet impôt sur le revenu alors qu'ils possèdent en moyenne 2,8 millions d'euros de patrimoine immobilier brut, alors que la moyenne nationale, elle est de environ 200 000 euros bruts en 2024. En tout cas, c'est ce que dit l'INSEE. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces 13 000 personnes sont dans la même situation financière. Il y a effectivement 7 000 foyers qui ont des revenus authentiquement très faibles, avec des situations qui peuvent être assez particulières. Par exemple, d'un foyer qui a acquis une résidence principale il y a quelques années, un autre, par exemple, de patrimoine qui a pu se valoriser fortement, des foyers qui ont
pu hériter. Et donc la sociologie, en tout cas, qui a été identifiée dans ce rapport par Bercy, montre que ce serait une population plus âgée et parfois avec une toute petite retraite. Bon. Mais enfin, il y a quand même aussi une part importante de foyers qui se rendent coupables de sous-déclarations frauduleuses, comme l'a déclaré la DGFiP, et notamment à l'Assemblée nationale hier, Sophie Maillard, qui est chef du département des études et statistiques fiscales de la DGFiP, elle s'est exprimée face aux députés et voici ce qu'elle explique. Et le dernier point, ça pourrait être de la sous-déclaration frauduleuse. Naturellement, on ne peut pas le voir avec les déclarations. En revanche, on s'est rapproché de nos collègues du contrôle fiscal qui ont été en capacité de nous dire qu'entre un quart et un tiers de ces foyers fiscaux ont fait l'objet d'un contrôle ces 3 dernières années, avec 58% de ces foyers ayant fait l'objet d'un contrôle qui ont fait l'objet d'un redressement. Oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Voilà, donc il y a quand même effectivement un quart et un tiers de ces foyers fiscaux dont il est question dans cette fameuse note qui ont fait l'objet d'un contrôle ces 3 dernières années. Et il y a quand même plus de la moitié, 58% de ces foyers contrôlés qui ont fait l'objet d'un redressement. C'est quand même très important. Et j'ai sollicité Éric Coquerel, qui est, outre député de la France Insoumise, qui est surtout président de la puissante commission des finances à l'Assemblée, aux pouvoirs étendus, et qui va nous expliquer effectivement les subtilités autour de ces chiffres. Dans ces 13 000 personnes, c'est basé sur l'IFI, c'est-à-dire sur l'impôt sur l'immobilier. Et on peut supposer qu'il y a effectivement des personnes là-dedans qui ont juste, à un moment donné, vendu un bien, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ont des revenus ou un patrimoine derrière qui ont fait des ultra-riches. Il y avait quand même une analyse un peu plus fine qui montrait que sur ces 13 000, vous en aviez déjà au moins 7 000 qui font partie par ailleurs des plus hauts revenus. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum 7000 personnes qui sont dans une situation, on va dire, assez anormale, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas aucun impôt sur le revenu alors qu'ils ont des revenus très importants. Tout ça n'est pas exhaustif parce que ce qu'il manque maintenant, parce qu'on n'a plus de données depuis qu'il y a eu la suppression de l'ISF, c'est les personnes qui sont dans cette situation-là, mais non pas à partir d'un patrimoine immobilier, mais d'un patrimoine mobilier, autrement dit sur les revenus du capital. Et ça, on l'a pas. Ce qui fait que, comme ça, à vue de nez, on peut penser que si on avait cette même liste, on aurait à nouveau plusieurs milliers de personnes qui sont dans cette situation et qui permettent de dire que oui, il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans ce cas-là, quoi. Donc il y a bien des Français ultra fortunés qui ne payent pas d'impôts. Absolument. Il y a effectivement 8768 foyers, donc 66% des foyers qui sont mentionnés dans cette note, qui sont redevables de l'impôt sur le revenu, mais qui le ramènent à zéro grâce aux niches fiscales, selon cette même note de Bercy. Alors il y a tout un tas de combines, comme les réductions, les crédits d'impôt qui permettent aux 2/3 des foyers concernés d'annuler intégralement leur imposition. C'est ce qu'explique Politico. Et j'ai évidemment demandé à Éric Coquerel comment faire revenir ces foyers à payer l'impôt, puisque c'est effectivement l'un des objectifs de la gauche et notamment de la France Insoumise. Écoutons le député. Alors, en termes de mesures, si on prend maintenant le mot chercher, dans le sens d'aller non seulement les trouver, mais leur faire payer ce qu'ils doivent payer, là il y a deux portes d'entrée. Il y en a une, des crédits d'impôt à aller chasser, à les supprimer, ou en tout cas à réformer profondément. La deuxième chose, ça serait de rétablir un ISF, mais cette fois-ci en incluant les biens professionnels. Où là, on commencerait à avoir un ISF qui sert à aller chercher les milliardaires, puisqu'on a souvent dit que l'ISF, et c'est vrai, ne touchait pas les milliardaires pour cette raison. Et puis sinon, comme mesure immédiate, avant que structurellement on touche à l'impôt, moi je continue à penser que la taxe Zucman est une bonne mesure, parce que en réalité, elle permet d'aller sans distinction taxer 2% du patrimoine
des plus fortunés. De mémoire, c'est 100 millions, je crois, la barre qu'il avait mise. Donc on touche vraiment les très grands fortunés. On touche 2% du patrimoine, d'où on déduit ce qu'ils payent en termes d'impôts de manière normale, ce qui fait que ceux qui n'ont pas tellement cherché à optimiser n'ont rien à craindre de ça. C'est ceux qui ont optimisé. Et là, on va les récupérer non seulement environ 15-20 milliards, mais on va les toucher. Voilà, donc autrement dit, si je résume ce que je vous dis, 1, il faut avoir les outils statistiques permettant de savoir qui ils sont. 2, il faut réformer structurellement l'impôt pour éviter toutes les méthodes d'optimisation, en incluant notamment les vies professionnelles. 3, en urgence, il faut faire quelque chose type taxe Zucman. En tout cas, le contraste, il est flagrant entre cette situation des Français très riches peuvent échapper à l'impôt malgré leur situation fiscale et la nouvelle loi qui est en train d'être discutée sur la fraude sociale et fiscale à l'Assemblée. Alors, on parle de 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale d'un côté et 15 milliards de fraude sociale de l'autre, surtout du fait des entreprises. Et devinez à qui l'Assemblée demande des comptes, Nils ? Dis donc aux demandeurs d'emploi et aux allocataires de minima sociaux, Voilà. évidemment. Sur les 23 mesures étudiées à l'Assemblée, 4 concernent la fraude fiscale et le blanchiment. 16 s'attaquent à la fraude sociale, comme l'indique l'Observatoire de la justice fiscale pour le déplorer. Voilà, on voit le site qui s'affiche. Alors, sont ciblés les chômeurs indemnisés ou encore les personnes percevant l'allocation adulte handicapé qui vont subir encore plus de contrôles humiliants inquisiteurs, comme si leur situation n'était pas déjà suffisamment compliquée. Alors que du côté des prestations sociales, on parle du RSA, de l'allocation chômage ou même la retraite, le plus gros poste de fraude s'élève à moins de 10% des sommes distribuées. C'est ce que rappelait le magazine Alternative économique. La fraude au chômage représente, elle, environ 110 millions d'euros sur 36 milliards d'euros d'allocations versées en 2024, c'est-à-dire 0,3% du montant total, donc c'est que dalle en fait. Et on ne parle même pas, évidemment, des contrôles accrus prévus pour les personnes handicapées, elles aussi, dans le collimateur des difficultés. Fort avec les faibles, faible avec les forts, ça pourrait en effet résumer la politique du gouvernement actuel. Merci Macron. En effet, Nils, c'est alarmant. En attendant, on va lancer une alerte enlèvement pour Sébastien Lecornu. Mais où est-il passé ? Et oui, dis donc, il est où Lecornu? Pendant que Macron, lui, vit sa meilleure vie au Japon, on l'a vu effectivement reçu par la première ministre japonaise et même par l'empereur du Japon en grande pompe. D'ailleurs, il est accompagné de sa femme Brigitte, donc le couple présidentiel, effectivement, vit sa meilleure vie en dégustation de mochi. Et puis, effectivement, il a reçu une dédicace de Miyazaki, un très beau cadeau d'État. Et pendant ce temps-là, effectivement, Lecornu, lui, il se retrouve à devoir gérer les soucis du quotidien du pays. On l'a vu, le Premier ministre affirme qu'il n'y a actuellement pas de pénurie de carburant en France. Plusieurs experts prévoient cependant des ruptures de stock dans un avenir très proche à travers le monde. Cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation. Nous allons les frapper avec une extrême violence au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où est leur place. Et notamment le blocage du détroit d'Ormuz à cause de la guerre contre l'Iran lancée par les États-Unis et Israël. Alors une guerre lancée par Trump et Netanyahou, dont les raisons quand même demeurent assez obscures et qui est quand même en train de ruiner l'économie mondiale avec une conséquence très palpable, très immédiate pour les Français, c'est évidemment la hausse des carburants. Hier, le litre de gasoil a franchi la barre symbolique des 2 €, autant dire qu'il y a comme une odeur d'essence dans les travées de l'exécutif et de l'Assemblée. Mais le Premier ministre joue les invisibles. Oui, dis donc, en 7 mois, à peine une seule apparition sur un plateau télé, le 20h de France 2. Alors, il faut préciser qu'il n'était plus Premier ministre ce soir-là, puisqu'il avait entre-temps pseudo-démissionné, et il n'a accordé que 3 interviews à la presse écrite, 2 à la presse régionale, 1 aux Parisiens. C'est peu, trop peu. Un ancien ministre macroniste, qui est quand même censé être un camarade de Lecornu, m'explique: Lecornu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. On se demande s'il y a encore un
Premier ministre. Alors, vous allez me dire, après Attal et François Bayrou, qui communiquaient peut-être un tout petit peu trop, c'est vrai que ça avait été quand même assez catastrophique, un tiers des Français soutiennent l'action du Premier ministre, selon un sondage IFOP pour l'opinion. Donc, on pourrait se dire que la stratégie de Lecornu est plutôt gagnante. Mais il y a aussi cet effacement médiatique et politique, d'ailleurs, qui est observé par une majorité de Français sondés. J'ai posé la question à Éric Coquerel, qui m'explique qu'on a un gouvernement minoritaire qui veut éviter tout sujet qui pourrait lui valoir une motion de censure. Il y a déjà un budget à faire passer, donc c'est costaud, et donc ils ne mettent que des sujets sur lesquels ils vont être majoritaires avec le RN, comme la loi Yadan, ou effectivement les questions de sécurité. Et en plus, Lecornu et ses ministres enchaînent les couacs. Ah ouais, c'est une avalanche de mini-catastrophes. D'abord, il y a eu Roland Lescure qui provoque un début de panique en parlant de crise pétrolière la semaine dernière, à la grande fureur de l'Élysée et de Matignon qui l'ont obligé à rétropédaler. Regardez. Je vais être très clair, moi je regrette d'avoir utilisé ce terme. Il s'appliquait dans mes mots à la situation internationale et en aucun cas à la situation française. Mais il a visiblement déclenché un débat autour de la situation française. Voilà, donc ça c'est fait, parce qu'en fait la question de la hausse du prix du carburant, évidemment, c'est la hantise de Lecornu et de Macron. Tous les deux redoutent évidemment une nouvelle révolte populaire comme celle des Gilets jaunes, qui avait quand même traumatisé notre président. Mercredi, Lecornu commet lui aussi une bourde. Il s'agissait d'une question du député ultramarin Max Mathiasin sur le refus de la France de voter une résolution à l'ONU pour reconnaître la traite des esclaves africains comme crime le plus grave commis par l'humanité. Et malheureusement, la France s'est abstenue sur ce vote, comme la plupart des autres anciennes puissances coloniales européennes d'ailleurs. Pas brillant. Et pire, Lecornu a envoyé le ministre du Commerce extérieur pour répondre à cette question. Forcément, ça n'a pas plu aux députés ultramarins, aussi bien sur les bancs de Lyotte qu'à gauche. Regardez. Un ministre représente le gouvernement, s'il vous plaît. Merci de... Allez. Est-ce que l'on peut écouter la réponse du ministre qui représente l'ensemble du gouvernement? C'est la parole du gouvernement qui est portée. Je suis ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que je m'exprime. Voilà, un esclandre à l'Assemblée nationale et puis des protestations, principalement évidemment des rangs de la gauche. Plusieurs députés insoumis ont dénoncé une provocation, par exemple Adrien Clouet, et puis Sarah Legrain aussi, qui a parlé d'une honte pour le gouvernement. Le temps des colonies, c'est fini, voilà ce qu'a déclaré la députée. Alors, j'ai posé la question à un député de gauche qui me dit en off, le sujet de l'esclavage, c'est aussi celui du commerce triangulaire, et donc effectivement, cette manière pour Lecornu d'envoyer un ministre pour s'exprimer à sa place sur ce sujet, c'est d'une légèreté impardonnable. Alors évidemment, à Matignon, on essaye d'expliquer que c'est protocolaire. Lecornu n'a pas répondu parce que, en principe, il y a une coutume à l'Assemblée non écrite qui veut que le Premier ministre ne réponde qu'aux questions des présidents de groupe, ce que n'était pas le député Max Mathiasin. Mais enfin, quand même, c'est très mal passé à l'Assemblée et c'est à minima une très grosse maladresse. Ministre du Commerce extérieur qu'on envoie répondre à une question sur l'esclavage, oui, c'est plus qu'une maladresse même. Et que dire du 1er avril, Niels ? Oui, c'est une journée qui n'a pas du tout tourné à la blague pour le gouvernement. D'abord, le Premier ministre, en plein milieu de la nuit, avait annoncé à l'AFP qu'il demandait à son gouvernement de travailler pour que d'éventuels surplus de recettes fiscales liées à l'augmentation du prix des carburants soient affectés au financement de son plan d'électrification en cours de finalisation. Voilà, donc c'est une annonce qui a un petit peu surpris tout le personnel politique et administratif. Regardez. Et en toile de fond, il y a le débat sur les surplus fiscaux liés à cette hausse des carburants. C'est le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui en a parlé hier en évoquant l'idée de les utiliser pour électrifier l'économie. Autant vous dire qu'en coulisses, dans les cabinets ministériels notamment, cette annonce surprise a fait hurler car personne n'avait été prévenu selon mes informations. Et puis surtout, ça donne du grain à moudre au Rassemblement national qui peut reprendre son refrain d'un gouvernement qui profiterait de la crise effectivement du carburant, ce qui est faux en l'espèce. Et puis c'est surtout un mauvais coup de communication, même si l'exécutif continue d'assurer qu'il n'y a pas d'argent planqué et que l'État ne s'en met pas plein les poches, effectivement avec cette TVA notamment sur le prix des carburants. Mais enfin, c'est vraiment une très mauvaise séquence. Et il y a aussi le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, qui dérape au Sénat.
Oui, toujours le même jour, hein, le 1er avril, effectivement, Édouard Geffray au Sénat, interrogé par la droite d'ailleurs, sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, hein, donc qui inquiètent les sénateurs, et même les sénateurs de droite, c'est dire, puisqu'ils sont en territoires ruraux, hein, il y a effectivement des questions de distance et durée de transport. Voilà ce que répond effectivement le ministre en charge. Je n'aurai jamais le beau rôle dans cette histoire, puisqu'il y a effectivement 4000 suppressions de postes. D'ailleurs, dans cette enceinte, à un moment, a été discutée l'hypothèse de les passer à moins 8000. Et c'est moi-même qui ai défendu l'idée qu'il fallait revenir collectivement à une hypothèse que je qualifie d'atterrissage en douceur, consistant à ne reprendre que 50% de la démographie. Et ne faire ni 0 ni moins 8000. 0, c'est suicidaire, parce que dans 7-8 ans, on n'aura plus besoin de professeurs. Voilà, donc parler effectivement de suicide, hein, c'est à minima très maladroit, voire scandaleux. Les gouvernements Macron successifs ont laissé s'effondrer le taux d'encadrement des élèves dans l'éducation nationale et peinent d'ailleurs à recruter dans certaines matières, voilà, parce que le métier de professeur ne fait plus rêver. Et puis, il y a surtout que la question du suicide, c'est un vrai sujet pour l'institution. Il y a effectivement des profs qui commettent effectivement des gestes irréparables parce que l'institution ne les protège pas ou elle est incapable de leur donner des moyens de faire correctement leur métier. Donc là encore, une séquence absolument honteuse qui vient conclure une semaine décidément peu glorieuse. En attendant, les parlementaires désertent l'Assemblée et le Sénat. Eh oui, hein, c'est un peu la conséquence effectivement de l'affaiblissement du gouvernement, hein, à commencer d'ailleurs par celles et ceux qui ont été élus maires à l'issue des municipales. Il y a quand même 38 députés qui ont franchi le pas. Si c'est pas la preuve d'un désintérêt pour l'Assemblée et d'un gouvernement tétanisé. Merci beaucoup Nils pour ces indiscrétions. On te retrouve dès la semaine prochaine, hein, notamment pour suivre l'épisode ou en tout cas l'affaire Rima Hassan. Merci. Évidemment, avec grand plaisir, et puis à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir afin d'agir contre l'agenda réactionnaire de ces millionnaires et milliardaires qui détiennent les médias. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr et peut-être grâce à vous, nous serons bientôt sur la TNT francilienne. Je vous laisse avec la suite de nos programmes.